et que c'est ça qui donne sens à nos vies. Et que si nous ne pouvons pas vivre une de ces deux valeurs fondamentales, quelque chose ne va pas en nous. Quelque chose ne va pas dans notre vie. Quelque chose est déséquilibré. Et beaucoup de malheurs, de tristesse viennent du fait qu'il n'y a pas assez d'amour dans nos vies, il n'y a pas assez de liberté dans nos vies. Donc je crois que ce sont les deux pôles qui orientent toute notre existence et que nous aspirons tous, consciemment ou inconsciemment, à la liberté et à l'amour. De ce que nous avons vécu dans les toutes premières années de notre enfance et peut-être même dans la vie intra-utérine. Et donc ce conditionnement très puissant de notre psychologie, si nous n'en prenons pas conscience, nous allons jamais connaître une liberté parce que nous serons entièrement mus par nos affects, par nos désirs, par nos pulsions, par nos émotions qui sont, encore une fois, déterminées par les premières années de notre vie. Et je pense que tout fonctionne ensemble et qu'on a ces deux grandes dimensions de l'être humain, cette capacité d'aimer, cette capacité de comprendre, et que ce sont les deux grandes dimensions qui ont besoin de s'épanouir, de se réaliser. Et tout notre cœur appelle à aimer toujours plus, et toute notre intelligence appelle à connaître toujours plus, à comprendre toujours plus. Par ces phénomènes répétitifs, qu'on puisse prouver que la conscience peut se séparer du corps. Et si la conscience peut se séparer du corps, et que même si elle a un ancrage corporel dans le cerveau, mais si cet ancrage n'est pas indispensable à la survie de la conscience, ça veut dire que nous continuons de vivre après la mort. Notre conscience peut continuer dans un autre espace-temps et ça ouvre des questions philosophiques et spirituelles absolument passionnantes. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureux de revenir à Morges, puisque j'y ai été presque toutes les années pour le Festival du Livre, et j'ai pas pu y aller cette année, donc ça me fait très plaisir de revenir à Morges. J'avais d'ailleurs déjà fait une conférence ici, il me semble, dans ce cinéma. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas simple. J'ai pas choisi une petite question. La vie a-t-elle un sens? Alors, ça fait partie des grandes questions métaphysiques. Et le philosophe Kant nous disait que la métaphysique, ce sont des adultes qui cherchent à répondre à des questions d'enfants. Dieu existe-t-il? La vie a-t-elle un sens? Etc. Et donc, ces grandes questions métaphysiques, pourquoi est-ce que Kant dit ça? Parce qu'on ne peut pas rationnellement avoir de réponse certaine à toutes ces questions-là. Et donc, il considère que la métaphysique n'est presque pas un objet philosophique. Et là-dessus, il y a un vrai débat. Et moi, je pense qu'on peut tout à fait, comme le faisaient les Grecs, comme l'ont fait des grands philosophes, comme Spinoza notamment, Leibniz et d'autres, on peut philosophiquement essayer d'appréhender ces questions tout en restant modeste. C'est-à-dire qu'en sachant qu'on peut avoir un certain nombre d'idées qui peuvent être plus ou moins pertinentes, mais qu'on n'aura jamais de réponse ultime, qui ont une valeur de vérité certaine. Et donc, je crois que c'est simplement des pistes qu'on peut avoir. Mais personnellement, je n'aurais jamais osé aborder cette question quand j'avais 30 ans, même 40 ans. Aujourd'hui, je commence à vieillir. Et donc, j'ai 57 ans et je me dis, ça fait 50 ans que je me pose ces questions. Je commence à avoir une petite idée. Et donc, je vais partager avec vous cette petite idée sur cette grande question, la vie a-t-elle un sens? Et en fait, ce qui m'a donné envie de l'aborder directement, et je viens d'en faire un livre, d'ailleurs un roman, qui s'appelle La consolation de l'ange, puisque le thème, c'est un jeune homme de 20 ans qui ne croit en rien, qui est désespéré, qui trouve la vie absurde, qui tente de se suicider. Il se rate et il se retrouve dans une chambre d'hôpital avec une vieille femme de 92 ans qui est en fin de vie et qui a vécu pourtant beaucoup de choses difficiles dans sa vie et qui adore la vie. Et elle va essayer de lui donner le goût de vivre. Et donc, c'est à travers cette fable, ce roman, que j'ai essayé de répondre à la question, au fond, quel est le sens de l'existence? Et ce qui m'a donné l'envie de le faire, c'est tous les ateliers philo que j'ai fait avec les enfants. Depuis des années, je suis frappé de voir que dès qu'on leur pose la question, quelles sont pour vous les questions les plus importantes, ils vont tout de suite vous dire, et on le voit d'ailleurs pour ceux d'entre vous qui ont vu le film Le Cercle des petits philosophes, ça commence comme ça. Première question, pourquoi est-ce qu'on existe? Deuxième question, pourquoi est-ce qu'on meurt si on existe? Troisième question,
Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Bah, tout est dit, hein. Et donc là, ce sont les grandes questions existentielles. Et les enfants se les posent tous. Et puis après qu'on grandit, on arrête de se les poser. Parce qu'on sait que la réponse n'est pas du tout évidente et qu'on va vers des questions et des réponses beaucoup plus pratiques qui nous aident à vivre, à avancer. Et on se pose des questions plutôt du quel ordre, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Donc, vous voyez, on change de cran, on va à un niveau un peu en dessous, mais c'est très important de savoir ce qu'on va manger ce soir. Et vous vous posez tous la question, vu l'heure à laquelle va se terminer la conférence, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Est-ce que le restaurant sera encore ouvert? On va peut-être finir au fast-food. Bon, donc c'est une question essentielle. Mais n'oublions pas cette autre question essentielle, la vie a-t-elle un sens? Et comme piste de réflexion, je vais vous dire simplement, je vais tout de suite aller à l'essentiel parce qu'on n'a qu'une heure hein, on pourra en parler toute la nuit, même s'il y a des questions après. Il faut quand même que j'aille assez vite à l'essentiel. Et je suis arrivé aujourd'hui à cette idée, je dirais pas cette conclusion, parce que je peux encore changer d'avis, et je ferai peut-être dans 10 ans une nouvelle conférence où je disais, je pense plus du tout la même chose. Mais aujourd'hui, mon intime conviction, c'est qu'on est sur Terre pour deux choses. Pour passer de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Dit autrement, les deux valeurs essentielles qui font que la vie mérite la peine d'être vécue et qui nous permettent de nous accomplir le plus en tant qu'être humain, de grandir le plus en humanité, c'est la liberté et l'amour. Je pense que tout être humain, au fond de son être, aspire le plus à être libre et à aimer, et à être aimé. Et que c'est ça qui donne sens à nos vies. Et que si nous ne pouvons pas vivre une de ces deux valeurs fondamentales, quelque chose ne va pas en nous. Quelque chose ne va pas dans notre vie. Quelque chose est déséquilibré. Et beaucoup de malheurs, de tristesse viennent du fait qu'il n'y a pas assez d'amour dans nos vies, il n'y a pas assez de liberté dans nos vies. Donc je crois que ce sont les deux pôles qui orientent toute notre existence et que nous aspirons tous, consciemment ou inconsciemment, à la liberté et à l'amour. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, on va essayer de définir ce que c'est que la liberté et l'amour. Parce que derrière ces mots, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de malentendus. Et le rôle de la philosophie, c'est d'essayer de discerner, d'essayer de trouver les mots justes, les concepts les plus appropriés pour avoir une pensée plus précise. Alors quand je dis tout le chemin de la vie, c'est de passer de l'inconscience à la conscience, c'est parce que je pense qu'au départ, nous ne sommes pas libres. Je crois qu'aucun être humain ne naît libre. On ne naît pas libre, on le devient. Ça, c'est une intime conviction que j'ai. On ne naît pas libre, on le devient. On le devient parce qu'on se libère progressivement de l'ignorance. Et ce qui nous maintient le plus dans l'ignorance, c'est notre inconscient. Parce que nous avons quantité d'événements que nous avons vécus enfants qui conditionnent tout le reste de notre existence. La psychologie des profondeurs l'a très bien montré depuis Freud. Nous sommes en permanence guidés par notre inconscient. Et plein de choses qui nous arrivent du fait que nous avons cette programmation inconsciente qui fait que nous allons rencontrer, par exemple, dans notre vie amoureuse, tel type de personne. Nous allons aller vers tel métier. Nous allons avoir tel type de caractère, ou d'attitude, ou de sensibilité, ou d'émotion, en fonction, pour beaucoup, de ce que nous avons vécu dans les toutes premières années de notre enfance et peut-être même dans la vie intra-utérine. Et donc, ces conditionnements très puissants de notre psychologie, si nous n'en prenons pas conscience, nous allons jamais connaître une liberté parce que nous serons entièrement mus par nos affects, par nos désirs, par nos pulsions, par nos émotions, qui sont, encore une fois, déterminées par les premières années de notre vie. Et c'est ce que Freud va appeler le mécanisme de répétition, c'est-à-dire que nous allons en permanence reproduire les mêmes schémas tant que nous n'en aurons pas pris conscience. Vous savez, il y a des gens qui vous disent, c'est incroyable, dans ma vie, il m'arrive toujours le même type de choses, ou j'ai rencontré quelqu'un par exemple, qui me maltraite ou qui ne me donne pas de considération, ne m'estime pas, me rabaisse. Et puis, je le quitte et un an plus tard, je rencontre quelqu'un qui est exactement pareil. J'ai pas de chance. Et puis, si elle réfléchit bien, la personne va percevoir que déjà son père ou sa mère faisait la même chose. Et donc, le schéma affectif qu'elle a enregistré, c'est un schéma de maltraitance. C'est un schéma de mésestime. Et donc, comme par hasard, la vie va lui faire rencontrer des personnes qui vont tout le temps correspondre à ce schéma inconscient. Pourquoi?
pour qu'elle s'en libère. Et tant qu'on n'a pas compris le message, la vie nous resserre le même plat. Alors au lieu de se plaindre et de dire: «J'ai pas de chance, je tombe toujours malade, tel type de maladie, je rencontre toujours quelqu'un qui est négatif pour moi, j'ai toujours des problèmes avec mon patron» et cetera. Plutôt que de se plaindre, il faut se poser la question: «Pourquoi la vie me resserre toujours le même plat?» Et là, il faut se dire: «Bah, c'est qu'il y a quelque chose à régler, puisqu'il y a derrière une problématique inconsciente». Donc là, je vous invite à plutôt à faire une thérapie, ça aide beaucoup. Personnellement, j'en ai fait 15 ans de thérapie, donc ça va, je suis à l'aise avec ça, hein. Parce que j'avais toujours, pareil, les mêmes problèmes, les mêmes échecs. Moi, un de mes principaux problèmes, parce que j'en ai eu beaucoup, hein, un de mes principaux problèmes, c'est que mon père était quelqu'un de très important, qui avait des responsabilités, il était ministre en France et il avait beaucoup d'ambition pour moi. Donc il voulait que je sois quelqu'un dont il soit fier et en même temps, il m'envoyait inconsciemment ce message: «Surtout ne me dépasse jamais». Je vois que certains d'entre vous connaissent ce schéma, mais ça s'appelle une injonction paradoxale. C'est-à-dire, d'un côté, j'avais une ambition extrêmement forte pour répondre au désir de mon père d'être quelqu'un d'important, et puis dès que je commençais à réussir trop, je me tirais une balle dans le pied. Et donc j'avais des échecs à répétition, professionnels, très étranges, des choses, j'ai pas le temps de tout vous raconter, mais étonnantes. Et à bout d'un certain temps, je me suis dit, mais il y a un problème. Et là, effectivement, j'ai fait une psychanalyse et j'ai compris le problème, j'ai compris l'injonction paradoxale. Ça m'a pas suffi à m'en libérer totalement. Ça allait beaucoup mieux, mais la prise de conscience a dû aussi se faire dans le corps émotionnel. Puisque nous avons le mental, nous avons l'ego, et l'ego, il est lié aux émotions, et c'est l'ego qu'il faut travailler aussi. Et donc, après la psychanalyse, j'ai fait une gestalt thérapie, qui est une thérapie émotionnelle de groupe, et c'est là que j'ai complètement réglé le problème. C'est-à-dire que j'ai tué mon père, voilà. Symboliquement, hein. Et donc, je me suis libéré du regard de mon père et j'ai commencé à réussir. Et ma vie, après, il y a eu un vrai succès et mon père l'a très mal vécu. La première fois que j'ai eu un article dans Paris Match, ça devait être une demi-page, mon père a été rechercher un dossier vieux de 20 ans, me disant: «Moi, j'ai eu 4 pages dans Paris Match». Vous voyez? Non, non, mais c'est jusqu'à la fin de ses jours, hein. Il est mort il y a 2 ans, à, je sais plus, 93 ans, et jusqu'à la fin, d'ailleurs, c'est assez drôle, puisque, il y a eu au moment 15 jours avant qu'il meure, il a sorti un livre. Le livre, c'était un peu son testament spirituel et il voulait l'appeler «L'âme du monde». Je lui dis: «Papa, j'ai déjà fait un livre qui s'appelle «L'âme du monde». Il me dit: «Ah oui, tu crois?» Je lui dis: «Bon», alors il appelait ça «Le chant du monde». Je lis le bouquin, un plagiat total de mon livre, et Paris Match m'appelle en disant: «On voudrait faire un reportage sur votre livre». Je dis: «Mais comme il vient de sortir», moi je venais de sortir Le Miracle Spinoza, et donc il voulait faire un reportage sur moi lié au Miracle Spinoza. Je dis: «Écoutez, mon père vient de sortir un livre, ça lui ferait tellement plaisir que vous parliez de son livre. Est-ce qu'on pourrait pas faire un reportage sur le père et le fils?» Ah, ils disent: «Formidable idée». Donc on a Valérie Trierweiler de Paris Match qui vient, là où il était, près de Bordeaux, à Arcachon. Très jolie ville, hein, si vous avez l'occasion d'aller en vacances dans le coin, la dune du Pilat, faut pas manquer. Et on va à Arcachon, et là, plein de bienveillance, la journaliste dit: «Alors, comment ça s'est passé?» Mon père commence à dire: «Bah, je lui ai tout appris. Je lui ai je lui ai tout appris, grâce, il savait pas lire, je lui ai donné à lire le Banquet de Platon». Ce qui est vrai, il m'a donné à lire le Banquet de Platon quand j'avais 13 ans. Merci papa, mais quand même, j'avais lu le Club des 5 avant, donc je savais lire, voilà, bon. Mais il a cherché à m'écraser tout le temps, et moi je le mettais en valeur, et plus je le mettais en valeur, plus il m'écrasait. Et je me suis dit: «Le pauvre, il a pas changé. Bah, tant pis, hein, tant pis pour lui». Mais pour moi, je m'étais libéré du problème, donc j'avais aucun problème avec ça. Simplement, j'avais un peu de pitié. Je me disais: «Mais quel dommage qu'il soit toujours prisonnier de son inconscient, alors que moi, heureusement, j'ai fait ce travail pour me libérer de ce problème-là». Et donc, c'est très important d'essayer de travailler sur ces problématiques inconscientes, parce que c'est comme ça qu'on devient libre. Et vous savez, on en a beaucoup, hein, parce qu'il y a évidemment les problèmes liés à la vie professionnelle, liés à la vie affective, l'estime de soi, les croyances qu'on reçoit. Donc, il y a plein de choses à travailler. Et je crois que une des choses qu'on a à faire sur Terre, c'est d'arriver à prendre conscience de qui nous sommes, de ce qui nous meut, pour gagner en liberté. Et ça demande beaucoup d'introspection. Alors, ce vilain mot, ça veut dire aller à l'intérieur de soi pour essayer de se comprendre. Pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça? Et moi, je me suis posé la question: pourquoi est-ce que j'échoue toujours? À un moment donné, je vais faire une gaffe, je vais dire un truc incroyable, je vais me saborder. Donc, s'analyser, analyser ce qui m'arrive, pourquoi je fonctionne comme ça. Et donc, ce travail d'introspection, ça demande du temps, ça demande de l'attention.
Et aujourd'hui, on a tellement peu de temps qu'on fonce à 200 à l'heure dans tout ce qu'on a à faire, on est dans l'action et on n'a pas beaucoup de temps pour essayer de réfléchir et de réfléchir à sa vie. Alors ça arrive souvent dans le milieu de la vie. Généralement, allez, à 4 ans, on pose la question: «Qu'est-ce que je fais sur terre?» Et puis on nous dit: «Mange ta soupe». Et du coup, on refoule la question. Elle va ressortir entre 35 et 50 ans, en moyenne. C'est ce que Jung appelle l'âge du processus d'individuation. Jung, c'est ce grand psychologue suisse que j'honore, qui m'a été un de mes maîtres intellectuels. Et Jung, je ne l'ai pas connu, hein, il est mort l'année où je suis né, mais ça a été un de mes maîtres que j'ai lu énormément et qui m'a beaucoup éclairé. Et Jung nous dit, la plupart des individus commencent leur processus d'individuation, c'est-à-dire se dit qui je suis en tant qu'être singulier, unique, puisqu'on est tous uniques. Ils commencent à faire ce travail-là souvent entre 35 et 50 ans. Parce qu'avant, ils ont trop de choses pratiques à faire. Les études, le mariage, la famille, le job, etc. Et puis, entre 35 et 50 ans, une fois qu'on commence à avoir beaucoup d'expérience, on finit par se dire, mais au fond, est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je fais le métier que j'aime? Si je suis artiste et que je me retrouve banquier, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire? Ou l'inverse, hein, parce qu'un jour, j'ai dit ça, puis il y a quelqu'un dans la salle qui m'a dit: «Mais après, en dans les questions, mais vous savez, moi, je suis professeur de piano, parce que mon père était professeur de piano et j'aurais adoré être banquier». J'ai dit: «Mais monsieur, mais allez-y! Ça veut dire qu'il y a pas de saut métier. Il faut faire simplement le métier pour lequel on est fait. Si on adore l'argent, les comptes, soyons banquiers. Si on adore la musique, soyons, musiciens. Peu importe, ça n'a aucun pour moi, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de faire ce pourquoi on est fait. Si on a besoin d'être un métier, super actif, avec beaucoup de pression et tout, soyons chef d'entreprise. Et si on a besoin d'être tranquille, d'avoir du temps pour soi et tout, eh bien, vivons plutôt, dans un métier dans la ruralité, soyons, artisans, faisons des choses avec où on est seul, et cetera. Donc là, il y a plein de métiers et chacun peut trouver un métier qui lui convient. C'est ça qui compte. Il n'y a pas de métier mieux que d'autres. Il y a juste le métier qui vous convient ou qui ne vous convient pas. Et donc, tout le travail consiste à savoir qui je suis et réorienter sa vie, ou l'orienter, ou la réorienter si on a loupé le coche, dans tous les domaines pour voir est-ce que le métier que je fais me convient, est-ce qu'il m'épanouit ou est-ce qu'il faut que je change. Ma petite sœur, elle avait un boulot tout à fait classique à Paris, elle était très malheureuse parce qu'elle aime la nature. Et donc, elle a décidé, à 35 ans, comme par hasard, elle a décidé de changer de vie. Et elle a fait un BTS d'agriculture et elle est partie dans la Drôme provençale et elle fait des plantes médicinales. Elle me dit: «Je gagne 10 fois moins d'argent, je suis 10 fois plus heureuse». Donc on peut tous changer de vie quand on veut. Ah, ça demande un petit peu d'avoir quand même un peu de courage. Parce que c'est sûr que quand on est habitué à quelque chose, c'est dur de quitter une habitude, ça nous sécurise. On voit qu'on s'en sort. Et donc des fois, il faut prendre des risques parce que si on voit qu'on est triste, c'est qu'au fond, on n'est pas à sa place. La tristesse, c'est vraiment un critère. La dépression, la tristesse chronique, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit dans notre vie professionnelle, soit dans notre vie affective, soit dans notre vie relationnelle en général, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, quand on est dans cet état de tristesse, c'est un indicateur que on doit réorienter pour trouver la joie de vivre. Parce qu'on a tous au fond de nous de la joie de vivre. Simplement, on le voit chez les enfants, hein. Regardez les enfants, la joie de vivre qu'ils ont, c'est extraordinaire. Ils ont une énergie, une joie incroyable et ils la perdent progressivement. Parce qu'il va y avoir des peurs, il va y avoir des colères, il va y avoir des tristesses, il va y avoir toutes sortes d'événements qui vont faire, qui vont mettre des cailloux, qui vont boucher la source de la joie. Et tout le travail qu'on peut refaire adulte, c'est enlever les cailloux qui ont bouché la source de la joie pour que la joie innée revienne. Et la joie de vivre, elle est donnée, c'est un cadeau. Les enfants l'ont tous. Je dis l'ont tous s'ils ont été aimés de manière inconditionnelle. Et donc, il faut quand même qu'ils aient eu cette chance d'avoir des parents qui les aient aimés de manière inconditionnelle. C'est quand même assez fréquent. Même si on aime mal, on donne souvent de l'amour inconditionnel à ses enfants. Et donc, la joie de vivre, elle se réveille tout de suite. Et alors après, effectivement, on peut la perdre et la retrouver par tout un travail qu'on peut appeler le processus d'individuation, qui nous permet de redevenir nous-mêmes et de découvrir, ben, est-ce que mes croyances sont justes pour moi? Est-ce que mon alimentation est juste pour moi? Vous savez, ça se joue dans tous les domaines, puisque la joie du corps, c'est la santé. Qu'on est en bonne santé, notre corps jubile. Et qu'on est en mauvaise santé, qu'est-ce que c'est difficile? C'est primordial, la santé. On le sait tous, qu'une des conditions fondamentales du bonheur, c'est la santé. Et donc,
est-ce que je m'alimente bien? Ou est-ce que je m'alimente parce que j'ai appris à m'alimenter comme ça, je suis conditionné par telle chose et tout, mais est-ce que ce que je mange, c'est bon pour moi? Eh ben, ça doit être une question fondamentale qu'on doit se poser. Et à un moment donné, il faut se dire, vraiment, qu'est-ce que mon corps supporte bien, qu'est-ce que mon corps ne supporte pas? Et vous verrez que c'est pas du tout la même chose selon les individus. C'est pour ça que je ne crois pas aux grandes généralités. Il faut pas manger de ci, il faut manger de ça, etc. Bon, il y en a des grandes généralités. L'eau est bon pour tout le monde. L'arsenic est mauvais pour tout le monde. Mais entre les deux, bah, il y a des gens qui supportent très bien, qui digèrent très bien, par exemple, le lait de vache. Et puis il y en a d'autres, la majorité, pas du tout. Et puis il y a des gens qui ont besoin de protéines animales et d'autres pas du tout. Et donc là-dessus, il faut que chacun voit ce qui est bon pour lui, ce qui lui permet d'être en santé optimale. Mais c'est tout un travail d'observation. Moi, je me souviens, un jour, j'ai fait un test. Je m'étais beaucoup posé cette question-là. Puis un jour, je fais un test. On me dit, il existe un test. On va tester 300 aliments sur toi et on va faire une prise de sang. Enfin, on va faire une prise de sang. On pourra voir sur 300 aliments si tu as des intolérances. Et j'avais 5 intolérances et je savais pertinemment. J'ai rien appris. Simplement parce que j'avais observé. Et donc, ce travail qu'on fait sur l'alimentation, qu'est-ce qui est toxique pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, il faut le faire dans tous les domaines. Dans le domaine de ses relations, c'est pas facile, hein. Si vous commencez, mais vous allez rentrer chez vous ce soir, vous allez vous dire: «Quels sont les gens qui sont toxiques pour moi? Quels sont les gens qui sont bons pour moi?» Bon, j'espère que ça va pas créer de drame, hein. Prenez le temps de la réflexion, ne prenez pas de décision hâtive, ne dites pas tout de suite à votre conjoint dans la voiture: «Chérie, je crois que tu es toxique pour moi». Vous allez me faire culpabiliser, mais posez-vous quand même la question, parce qu'il y a des gens autour de nous qui sont toxiques pour nous, puis on se dit: «On n'a pas le choix, il faut les supporter». Mais des fois, non. Il faut dire stop. Parce qu'on est en train de s'empoisonner. Et donc, il faut faire attention à ça. On n'a peut-être qu'une vie, j'en sais rien. Et je pense qu'il faut quand même bien regarder ce qui est juste pour nous. Et du coup, des fois, d'ailleurs, ça fait bouger les autres, hein, quand on leur dit: écoute, ça suffit, mais non, arrête de m'empoisonner. Ah, bah tiens, il va peut-être changer un peu. Pas toujours. Et là, ça devient plus compliqué. Mais c'est très important de vraiment discerner qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui me fait grandir, qu'est-ce qui me met dans la joie, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, qu'est-ce qui me diminue, qu'est-ce qui me met dans la tristesse. C'est vraiment une des clés de discernement qu'on peut avoir chacun dans nos vies. Puis des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on supporte un enfant qui est insupportable, on supporte un parent qui est insupportable, mais on fait avec et puis essayons de mettre de l'humour, parce que ça aide beaucoup, hein. L'humour, c'est une des principales vertus. Les Grecs en parlent pas beaucoup parce qu'ils nous parlent du courage, de la bienveillance, de la force, de la prudence, etc. Moi, je rajouterais dans les vertus cardinales l'humour. Parce que quand vraiment la vie, c'est trop difficile, mieux vaut en rire. Et l'autodérision, c'est formidable. C'est incroyable ce que ça peut aider à traverser comme difficulté. Et quand on est avec quelqu'un qui est insupportable, bah mieux vaut en rire. Et quand la personne vient vous agresser une fois de plus avec ces trucs qui radotent, qui vous disent ça, et vous éclatez de rire, vous allez voir, l'autre va se décomposer, il va voir que ça n'agit plus du tout sur vous, ça vous fait plus de peine et il va arrêter. Eh oui, il y a beaucoup de gens qui vous persécutent. Et quand ils voient que la persécution ne marche plus, bah, ça n'a plus d'intérêt. Vous savez, c'est Socrate, hein, quand quelqu'un lui dit vous ne valez rien, il répond comme tu me connais bien. Formidable, ça s'arrête tout de suite, hein. Ah, il n'y a plus du tout de plaisir. Le plaisir de la malveillance, c'est que ça atteigne l'autre. Donc, si vous avez des gens malveillants autour de vous, rigolez. Tournez-les en dérision. Ça va s'arrêter tout de suite. Parce qu'il n'y aura plus de plaisir à être malveillant si ça vous atteint plus. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça, hein, c'est vraiment utile. Et donc, première chose qui m'apparaît fondamentale, la liberté. Et comme nous dit mon grand ami, et j'espère votre grand ami Spinoza, vous savez que c'est mon philosophe préféré, donc j'en parle tout le temps, eh bien Spinoza nous dit qu'on est esclave, totalement esclave de nos passions. Alors que c'est le philosophe de la liberté politique, Spinoza. C'est le premier philosophe au XVIIe siècle, un siècle avant les Lumières, à nous dire le meilleur système, c'est la démocratie, qui sépare la religion du politique et un état de droit qui garantit la liberté de conscience et d'expression. Il a tout défini du politique moderne. Et en même temps, il va nous dire la démocratie ne sert à rien si on est l'esclave de nous-mêmes. Et donc, pourquoi rendre des individus libres politiquement, qui pourront choisir leur métier, choisir librement leur religion, leur liberté de conscience? Enfin, c'est fabuleux, si ces gens-là agissent inconsciemment. C'est-à-dire s'ils ne sont pas capables de faire des bons choix. Et d'ailleurs, il nous dit la démocratie peut tout à fait basculer dans la tyrannie, parce qu'on peut élire librement, non, pas librement, mais on peut élire volontairement en n'étant pas libre, parce qu'on est prisonnier de ses affects, on peut élire
des dictateurs ou des démagogues. Je vous rappelle que Hitler a été élu démocratiquement. À cause de quoi? Du ressentiment, passion triste, du ressentiment du peuple allemand après le traité de Versailles qui était très injuste. Trump a été élu démocratiquement. Il a fait plein de mensonges chez le démagogue absolu. Mais pourquoi? À cause de la colère et de la tristesse d'un certain nombre d'Américains et de la peur. Et donc, tous les démagogues et les dictateurs jouent sur les émotions. La peur, la colère, la tristesse, essentiellement. Et donc, si on vote avec nos émotions sans esprit critique, sans discernement, on peut élire n'importe qui. Et des gens qui seront des tyrans. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, nous dit Spinoza, de faire un travail sur soi pour être conscient, pour ne pas voter avec ses passions tristes, c'est-à-dire des passions qui sont liées effectivement à des enfermements, dans des peurs, dans des colères, dans des tristesses qu'on n'a absolument pas conscientisées, qui fait qu'on ne va pas voter librement. Donc vous voyez, d'un côté, il nous offre les démocraties modernes, la liberté politique, et d'un autre côté, il nous met en garde, attention, ça ne sert à rien de vivre dans des démocraties si vous n'êtes pas libre intérieurement. Et la vraie liberté, elle est intérieure. Et il y a d'ailleurs des gens qui ont passé 20 ans, 30 ans en prison, qui n'ont jamais perdu leur liberté intérieure. Et ça a d'ailleurs eu des fruits, je pense à Nelson Mandela. Nelson Mandela qui a passé tant de décennies en prison, et il a toujours dit, ce que mes geôliers n'ont pas pu m'enlever, c'est ma liberté intérieure. Et en prison, il continuait d'écrire de la poésie, il continuait d'aimer, il a pardonné à ses geôliers en prison. Et d'ailleurs, il les a retournés. Tellement il a été un exemple d'humanité réussie. Il n'est pas rentré dans la haine pour la haine. Il n'a pas voulu répondre à la violence par la violence. Et à peine libéré, il a sorti son peuple de cette division de l'apartheid par la non-violence, qui est quasiment un miracle. Ce peuple aurait dû finir dans un bain de sang. Et par la force intérieure de cet homme, qui est resté libre, alors qu'il était en prison toute sa vie, regardez le destin du peuple qu'il a mené. Et donc là, on voit que, au fond, le plus important, c'est la liberté intérieure. Et à quoi ça sert de faire ce qu'on veut si on n'est absolument pas libre intérieurement? Parce qu'en fait, on fera des choses qui sont conditionnées intérieurement et qui vont nous mener de toute façon vers des échecs, vers des difficultés, vers des souffrances pour nous-mêmes ou pour les autres. Et donc là-dessus, vraiment, j'insiste beaucoup, ce chemin de l'inconscience à la conscience, c'est tout le chemin de l'intelligence. Si on a Homo sapiens, ça a l'intelligence, une intelligence abstraite qui lui permet de raisonner, qui lui permet d'avoir une grande conscience de lui-même, eh bien, cette chance, il doit l'utiliser pour faire tout ce travail, pour passer de l'inconscience à la conscience, pour devenir le plus libre possible. Et d'ailleurs, plus on est libre, plus on est heureux, plus on est joyeux. Et quelles que soient les conditions, les difficultés, on garde toujours sa liberté intérieure. Je pense à cette autre personne à qui j'ai dédié mon dernier livre, Itil Soum. Cette jeune femme juive de 27 ans, déportée, morte à Auschwitz, quelques mois avant de mourir, dans le camp de Ravensbrück, qui est un camp de transit, un camp de concentration, eh bien, elle écrit des lettres extraordinaires qui nous sont parvenues et dans lesquelles elle dit, finalement, je vis un enfer, j'ai faim, j'ai froid, on nous humilie, on nous traite moins bien que des animaux, mais une chose que, encore une fois, mes bourreaux ne m'ont pas enlevé, c'est ma joie de vivre. Et je leur empêcherai de m'enlever ma joie de vivre, parce que je continue d'aimer la vie malgré tout. Parce que la vie, il faut la prendre comme un tout indivisible. En ce moment, c'est insupportable, mais avant, il y a tellement de choses merveilleuses. Il y a le lilas au fond du jardin. Quand je ferme les yeux que j'y pense, ça me réjouit le cœur. Il y a les confitures de ma grand-mère. Quand je ferme les yeux que j'y pense, je suis heureuse. Il y a la balançoire, il y a tous mes amis, il y a tous les êtres que j'aime, que j'ai aimés. Tout ça me réjouit le cœur, bien que je sois aujourd'hui dans un camp de concentration. Et donc, elle a conscience de tout ça, elle relativise en disant, bah, finalement, si c'était à refaire, je referais tout, toute la même vie. Et c'est ce que Nietzsche nous disait. Nietzsche nous disait, je crois que c'est dans Ecce Homo, c'est le mythe de l'éternel retour. Si vous aimez vraiment la vie, si vous êtes capable de dire oui à la vie, et il nous dit la chose la plus importante qu'on peut faire en tant qu'être humain, c'est de dire un grand oui sacré à la vie. C'est-à-dire d'accepter toute la vie, et pas simplement la vie quand tout va bien. Aimer la vie de manière inconditionnelle, avec ses hauts, avec ses bas, les moments joyeux, les moments tristes, les moments formidables quand il y a une naissance, quand il y a un mariage, quand il y a des êtres qui s'aiment, et puis les moments douloureux quand il y a un deuil, une séparation. Eh bien, aimer toute la vie, c'est ce qui nous rend le plus humain. Et apprendre à aimer le plus la vie, c'est ce qui nous met dans la plus grande joie. Lutz, la joie vient de l'amour inconditionnel de la vie, et il nous dit,
ce qui nous permet de voir qu'on aime la vie de manière inconditionnelle, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt à revivre indéfiniment toute ma vie, du début à la fin? Pas beaucoup de monde serait prêt à dire oui. Si vous êtes prêt à dire oui, c'est que vous aimez la vie de manière inconditionnelle, quelles que soient les difficultés et les épreuves. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à dire oui. Il a fallu que je fasse toutes mes années de thérapie, puis qu'après, je profite sacrément mieux de la vie qu'avant. Et aujourd'hui, je peux le dire, au fond j'étais en colère contre la vie. Très longtemps. Je peux dire jusque vers l'âge de 40 ans. J'étais en colère contre la vie parce que je voulais pas avoir les parents que j'ai eus. Et que c'est vrai que je me disais tout le temps quand j'allais chez mes amis, quand j'étais enfant, ben, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir des parents comme ça. Et les miens, bah, je vous ai parlé de mon père, dont j'ai déjà fait le portrait. Et mon père, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'était un tyran domestique, c'est-à-dire qu'il était extrêmement violent. C'était quelqu'un de tyrannique et il avait beaucoup d'affection, mais à condition qu'on lui obéisse. C'est-à-dire que l'amour était conditionné à la soumission. Pas évident à vivre, hein. Et ma mère, très différente, elle n'exprimait aucune affection. Elle avait été élevée dans une éducation catholique un peu stricte, même très stricte, et sa mère lui avait dit surtout ne touche jamais tes enfants, parce que tu vas éveiller leur sexualité. Quel drame! Et alors moi je lui ai dit un jour, tu sais, maman, c'est raté, hein, parce que tu m'as tellement pas touché que je vais me faire consoler dans le bras de toutes les femmes que je rencontre. Et donc voilà, c'était pas le bon système. Il aurait mieux fallu que tu me prennes dans tes bras un peu plus. Et puis ensuite, sa mère lui a dit, ma mère ne nous touchait jamais. On allait prendre dans les bras, non, elle nous repoussait. Et la deuxième chose, c'est que sa mère lui a dit, ne fais jamais de compliments à tes enfants, tu vas éveiller leur orgueil. Donc vous voyez, c'était vraiment les parents idéaux. Alors, ils avaient ces problèmes, on va dire, qui fait qu'on était tous complètement déjantés. On a tous fait de la psychanalyse et des thérapies, les 4 enfants. Et on est tous un peu borderline, hein, mais on fait avec. Et en fait, j'étais en colère contre la vie. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai eu ces parents? Mais quel péché j'ai fait dans une vie intérieure pour me réincarner dans cette famille-là? C'était incompréhensible pour moi. Et, et puis un jour, après avoir fait toutes ces années de thérapie, etc. et tout, vers 40 ans, j'étais très heureux. J'écris des livres que j'aime, j'adore la vie, j'étais dans une vie affective extrêmement épanouie et tout. Et je me dis, mais au fond, j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas eu ces parents-là. Parce que à cause de ces difficultés, j'ai fait plein de thérapies. À cause de ces difficultés, je me suis posé la question, c'est quoi être heureux? À cause de ces difficultés, j'ai eu envie d'aider les autres. Et si aujourd'hui j'écris des livres qui font du bien, si aujourd'hui vous êtes là, c'est parce que j'ai eu ces parents-là. Alors j'ai dit merci à la vie d'avoir eu ces parents-là. Et là, j'ai eu du mal à le sortir, hein. La première fois que j'ai dit merci, mais je l'ai dit consciemment. Tu sais, j'étais dans la nature, là, d'un coup, j'ai réalisé tout ça, et j'ai dit merci à la vie. Alors, ça, c'est pas sorti. J'ai dû m'y prendre 3, 4 fois pour que les mots sortent. Et puis après, maintenant, je le dis tous les jours. Merci à la vie. Et d'ailleurs, ces parents-là, ils m'ont donné à la fois le poison et l'antidote. Parce que mon père était ce qu'il était, mais c'est lui qui m'a donné à lire le Banquet de Platon quand j'avais 13 ans. Et la philosophie m'a sauvé la vie. Et ma mère était ce qu'elle était, mais elle adorait la nature. D'ailleurs, mes parents se sont rencontrés, c'est le seul point commun qu'ils avaient. Ils aimaient randonner. Donc, on a randonné dès 4 ans. J'ai fait toutes les Alpes. J'ai fait des sommets de 4000 mètres à 8 ans. Enfin bon, on a randonné. J'adore toujours ça, hein. C'est pour ça que j'aime la Suisse, hein. J'adore randonner, j'adore le Valais. Je connais toutes les montagnes du coin parce que j'aime randonner. Et ça, c'est mes parents qui m'ont donné cet amour de la nature. Et la nature m'a sauvé la vie. Ce qui m'a aidé enfant à survivre à ce climat mortifère familial, c'est la philosophie et l'amour de la nature. Et ça m'a permis de continuer à vivre. Et après, tout ça, la philosophie m'a aidé à comprendre, à discerner. J'ai fait de la psychologie, etc. Et donc, finalement, je me dis, c'est incroyable. La vie m'a donné à la fois des mêmes personnes, et les mêmes personnes m'ont donné le poison et l'antidote. Et c'est souvent comme ça dans la vie. Et regardez bien, quand vous avez une tuile, une épreuve, une difficulté et tout, eh bien, très souvent, il y a un antidote qui va vous être proposé. La vie, moi, je la trouve miraculeuse, hein, parce qu'elle est magique. Voilà, je peux dire magique, c'est miraculeuse, ça veut dire qu'il y a une intervention extérieure, j'y crois pas du tout. Je pense que tout est immanent, mais que dans l'immanence de la vie, il y a des choses inexpliquées qui font que, comme par hasard, au moment où vous en avez le plus besoin, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider. C'est ce que j'appelle l'ange consolateur. Donc, le titre de mon roman, La consolation de l'ange, ce sont les gens qui vont être sur votre chemin au bon moment pour vous consoler alors que vous avez qu'une envie, c'est d'en finir. Deuxième
grande chose pour laquelle je crois qu'on est sur Terre et que la vie vaut la peine d'être vécue, c'est l'amour. Mais quand on dit l'amour, ça veut tout dire et rien dire. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire chérie, je t'aime et je t'aime à un point. Et d'ailleurs, si tu me quittes, je te tue. Quelle preuve d'amour! Ou alors je me tue. C'est pareil, hein, c'est à peine un peu moins violent, mais bon. Mais j'ai entendu ça. Hein. Enfin, pas moi directement, mais j'ai des amis qui m'ont dit on m'a dit ça. C'est incroyable. Et c'est le même mot, amour. Quand Mère Teresa aime des gens et donne leur vie pour des gens, c'est le même mot que je te tue si tu me quittes. Donc il y a un problème quand même. Donc il faut un peu faire de la philosophie pour distinguer c'est quoi l'amour. Alors, ce qui est utile, c'est de passer par la Grèce, parce que les Grecs, ce sont des philosophes, ils ont plein de mots, là où on n'en a qu'un. Alors on va en prendre trois, parce qu'ils en ont 5 ou 6 pour parler de l'amour, j'en ferai en prendre que 3. Eros, philia, agapé. Eros, c'est l'amour tel qu'on connaît le plus immédiatement quand on parle de la rencontre amoureuse. Eros, c'est le désir. C'est l'amour-désir. Je te veux. D'ailleurs, vous savez, en espagnol, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Te quiero. Je te veux. Ah, les Espagnols, ils sont cash. Hein. Ils vont pas dire oh, je vais te raconter un poème. Non, non, je te veux. Tout de suite. Et ça veut dire je te désire. Et ça veut dire clairement que dans l'amour, il y a une dimension de désir qui peut être très très forte, très présente. Donc c'est l'amour qui est lié au désir, à la sexualité. Et donc cet amour-là est très puissant. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a la deuxième dimension de l'amour, philia. Philia, c'est l'amitié. Mais c'est un amour. C'est un amour d'amitié. Alors Aristote, c'est le grand philosophe, Platon plutôt sur l'éros, Aristote, c'est le grand philosophe de l'amour d'amitié. Et ce que nous dit Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, c'est un livre qu'il faut absolument avoir lu, hein, c'est un livre extraordinaire. Il nous parle de l'amitié, il nous explique ce que c'est que l'amitié, et tout ce qu'il dit me paraît très très juste, mais il précise bien philia, amour d'amitié. Puisque l'amitié dont il parle peut aussi bien considérer des amis au sens où on l'entend nous, que des époux, que des parents et des enfants. Et donc, il s'agit simplement de se choisir mutuellement pour qu'il y ait réciprocité dans un projet commun. Ça veut dire des époux, c'est des gens qui s'aiment. Alors, il peut y avoir Eros, et vaut mieux qu'il y ait Eros. Et s'il y a Philia, ça veut dire que on se choisit mutuellement. Eros, ça peut être à sens unique. Hein. Vous pouvez désirer comme un malade quelqu'un qui ne vous désire pas du tout. C'est très, très douloureux. Ça m'est arrivé, c'est très douloureux. Et donc, c'est très important. Dans Philia, il y a réciprocité. C'est beaucoup plus apaisant. C'est pour ça qu'on dit l'amitié, c'est tellement plus serein que l'amour l'amour amoureux. Et oui, parce qu'il y a réciprocité, on se choisit. Alors, de temps en temps, vous pouvez rencontrer des gens qui vous disent « Ah, moi, je suis très ami avec Juliette Binoche ou le pape, etc. » Bon, quand vous les rencontrez, vous dites « Je ne le connais pas du tout. » Donc, il y a des mythomanes partout. Et donc, il y a des gens qui se pensent amis d'un tas de gens qui ne considèrent pas du tout comme leurs amis. Ça aide à vivre. Hein. Il y a des gens que ça aide à vivre de penser qu'ils ont plein d'amis alors que tout le monde les déteste. Mais peu importe. Normalement, l'amitié, ça veut dire réciprocité. On se choisit mutuellement et donc, ensemble, on décide d'être amis. Et pourquoi est-ce qu'on est amis? Parce qu'on aime se voir. L'amitié réclame la présence de l'autre. Et on aime se voir, et on aime se voir pour partager quelque chose en commun. Et donc, ça peut être randonnée. Ça peut être... mes parents, il n'y avait que ça. Il n'y a pas Eros, hein, mais il y avait Philia. Et donc, randonnée, ça peut être une vie associative. À Sèvres, il y a des gens qui se réunissent régulièrement, et ben, ils partagent une amitié autour d'un engagement en faveur des autres, en faveur de la cité. Ça peut être pour jouer aux cartes, ça peut être pour chasser, peu importe. Ça peut être pour faire des enfants. Fonder un couple, c'est une amitié avec un projet, qui est le projet de fonder une famille, par exemple. Et donc, les amis se choisissent pour faire des choses ensemble. Et c'est super, l'amitié. Quel que soit le niveau où ça se vit, ça permet vraiment de se reposer sur des gens qui nous aiment, d'ailleurs, sans rien attendre, parce qu'au fond, les amis, comme il n'y a pas Eros, on est beaucoup plus serein. Il n'y a pas cette espèce de jalousie, si tu me quittes, je te tue. On dit jamais ça à un ami. On dit ça qu'à son conjoint. C'est un privilège. Et donc, il y a vraiment, dans les couples, il y a besoin de cette amitié. Mais il y a besoin de mieux encore, c'est agapé. Agapé, c'est l'amour inconditionnel. Je t'aime sans raison. Je veux ton bien. La seule chose qui m'importe, c'est ton bien. J'ai envie que tu sois heureux. J'ai envie que tu te réalises. J'ai envie que tu t'accomplisses. Et si on aime son conjoint avec agapé, en plus de Eros et Philia, alors là, c'est le sommet de l'amour. Parce que si l'autre un jour vous dit « je te quitte »,
vous allez lui dire, si tu es plus heureux comme ça, eh bien, je suis d'accord avec toi. Je suis malheureux que tu me quittes, mais je suis heureux pour toi. Là, on a atteint, c'est pas si tu me quittes, je te tue, c'est si tu me quittes pour des bonnes raisons et que c'est bien pour toi, je m'en réjouis pour toi. Ça, c'est agapé. C'est l'amour inconditionnel. Je n'attends rien en retour. Quand on aime son enfant, on l'aime de manière inconditionnelle, normalement. De temps en temps, on craque un peu et c'est moins inconditionnel. Mais la base de l'amour filial, c'est inconditionnel. Mais on peut rencontrer des gens dans la rue, vous pouvez aimer un clochard, un SDF de manière inconditionnelle. Parce que d'un coup, vous êtes touché par une personne, vous avez envie de l'aider. Et là, il y a un élan d'amour inconditionnel. Il y a des gens qui donnent leur vie pour des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui vont risquer leur vie quand ils voient quelqu'un qui se noie. Ils vont risquer leur vie pour sauver quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Agapé, amour inconditionnel. Ils attendent rien en échange. Et régulièrement, des gens meurent à cause de ça. Et plein d'autres choses. Il y a des gens qui se font attaquer dans le métro. Il y a des gens qui vont risquer leur vie pour défendre la personne. Amour inconditionnel. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus émouvant. C'est ce qu'il y a de plus fort. C'est ce qui nous accomplit le plus en tant qu'être humain. Et c'est ce qui nous donne le plus de joie. Parce que plus on aime de manière inconditionnelle, plus on est dans la joie. Parce que cet amour est totalement gratuit et désintéressé. Et donc, dans toutes les relations, il y a un peu de tout. Et donc, quand on dit je t'aime, quand vous dites à un ami, votre enfant, votre conjoint, quand vous dites je t'aime, posez-vous la question, quelle est la place d'Eros? Quelle est la place de Philia? Quelle est la place d'Agapé? Les trois sont très importants, se mêlent d'une manière ou d'une autre. Et quelle est la proportion? Et c'est vrai que dans une relation amoureuse, si Eros est beaucoup plus fort que les autres, ça va être super intense, mais ça ne va pas durer longtemps. Et après, il faut que Eros progressivement se transforme en Philia et Agapé, parce que les couples qui durent, c'est des couples où il y a beaucoup d'amitié et il y a de l'amour inconditionnel. Ou alors, c'est très dur. J'en reviens à mes parents, je ne peux pas m'en empêcher, parce que là, c'est le thème de la soirée. Mes parents étaient tellement malheureux toute leur vie, parce que vous avez compris qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble, et ils se sont séparés à 85 ans. C'est beau, hein? Il y a de l'espoir. Et dès l'âge, quand j'avais 7 ans, je leur disais, je vous en supplie, divorcez. Je supportais plus qu'ils s'engueulent toute la journée. Je vous en supplie, divorcez. Ils disaient non, quand on se marie, c'est pour la vie. Vous voyez les principes qu'il avait bien cadrés là. Quand on se marie, c'est pour la vie. Mais et puis on a des enfants. Je leur dis, mais justement, on est 4 à vous supplier de divorcer. Pour nous, il aurait bien mieux fallu qu'ils divorcent, mais ils n'ont pas voulu le faire. Et puis progressivement, avec le temps, ils ont pris conscience que quand même un jour, il fallait peut-être qu'ils en tirent les conséquences. C'est arrivé parce que mon père a failli mourir. Et c'était le plus beau jour de la vie de ma mère. Et il s'en est sorti. Par miracle, hein, parce qu'il aurait dû mourir. Il avait une section de l'aorte. Il aurait dû faire une hémorragie interne à 85 ans. Et ma sœur, qui est hypnothérapeute, lui a dit, papa, tu as une force psychique incroyable. Visualise la cicatrisation de ton aorte. Il a fait ça, jour et nuit. Et il s'en est sorti. Et les médecins, au bout de 8 jours, ont refait un scanner. Mais pourquoi il est encore en vie? Il aurait dû mourir dans les 24 heures. Et il avait cicatrisé tout seul son aorte. Et ma mère a fait une dépression nerveuse. Et elle m'appelle. Alors, mon père avait une autre relation, parce que ça fait quand même quelques décennies qu'il allait chercher un peu ailleurs, un peu de joie de vivre. Elle le savait, elle le tolérait, mais c'était quand même très, très pénible. Et un jour, elle dit, est-ce que tu veux bien appeler sa maîtresse, là? Ça fait 40 ans que ça durait quand même. Et savoir si elle veut pas le récupérer. Et alors, je l'appelle. Elle me dit, mais j'attends ça depuis 40 ans. Je te passe ton père. Papa, est-ce que tu veux bien rester vivre avec sa maîtresse? Je ne l'ai pas dit comme ça. Parce que maman, c'est le souhait de maman. Il me dit, jamais de la vie, je n'abandonnerai jamais ta mère. Je lui dis, mais papa, t'as pas compris, c'est elle qui veut plus de toi. Enfin bon. Après moult tractations, mon père a accepté et ils ont vécu les 7 plus belles années de leur vie. Et mon père était jamais aussi heureux, ma mère jamais aussi heureuse. Et là, maintenant, mon père est mort depuis 2 ans et ma mère rayonne. C'est une veuve joyeuse. Alors qu'avant, elle était absolument triste d'être avec quelqu'un qui lui convenait pas du tout, qui la rendait très malheureuse. Et donc, voilà, tout ça pour vous dire, je sais pas pourquoi je vous dis ça, oui, on parlait de l'amour. Très, très important d'avoir du discernement dans l'amour. Du discernement. De savoir effectivement pourquoi on est avec quelqu'un, est-ce que la personne nous convient ou pas, est-ce que c'est juste... Alors, des fois, il faut passer des épreuves, hein, parce que des fois, oui, il y a des difficultés dans les couples. Et il faut savoir distinguer ce qui est une difficulté passagère qu'il faut surmonter, qui va nous aider à grandir, l'un et l'autre, de quelque chose d'irréductible. On n'est absolument pas fait pour vivre ensemble et on se pourrit la vie. Et là, il faut vraiment le discerner. Parce que ce serait dommage à la première difficulté de se séparer. On sait tous que l'amour demande de dépasser certaines choses parce que l'amour, c'est un miroir, c'est un reflet.
Et souvent, ce qu'on ne supporte pas chez l'autre, c'est ce qu'on a en soi qu'on ne veut pas voir. Vous avez jamais fait ce test? Pensez, vous avez tous pensé maintenant à une personne qui vous horripile. Et pensez à quelque chose en particulier chez cette personne qui vous horripile. Je vous laisse réfléchir. Ne dites pas à votre voisin qui c'est. Je veux pas de drame pendant la conférence. Et maintenant, dites-vous, eh ben, cette personne m'horripile parce que c'est un miroir de quelque chose que j'ai et que je ne veux pas voir. Et vous allez voir que c'est très pertinent. Ah, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Des gens m'horripilaient avec tel défaut. Et puis après, j'ai pris conscience que j'avais ça, mais je voulais pas le voir. Et donc, en fait, l'autre est un miroir. On a choisi des gens qui sont des miroirs. Et donc, on est là pour grandir ensemble. Parce qu'on s'aide à comprendre quelque chose. On a la même problématique, très souvent. Alors, des fois, on a des problématiques inversées. C'est pas si facile, hein. Par exemple, la femme a terriblement peur d'être abandonnée et l'homme a terriblement peur d'être enfermé. Je vous raconte pas le schéma quotidien. Parce que chaque fois que la femme va être inquiète en disant « Mais chérie, pourquoi t'es pas rentrée? Là, c'est quoi? Et tu fais quoi ?» Et l'autre, il va pas supporter. Parce qu'il a qu'une peur, c'est d'être étouffé. Et donc, il faut sortir de ce schéma. Et pour sortir de ce schéma, il faut en avoir conscience. Et du coup, si on en a conscience, eh ben, on va se dire « Attends, chérie, t'inquiète pas, là, on est dans notre schéma névrotique. Donc, tu vas essayer de ne pas me faire étouffer, je vais essayer de ne pas te donner l'impression que je t'abandonne. » Et donc, on va faire des efforts l'un et l'autre et on va grandir ensemble. Et c'est ça qui est beau dans la vie de couple, c'est qu'on grandit ensemble. Et puis, si après 10, 15, 20 ans, on n'y arrive pas, vaut mieux arrêter. Voilà. Donc là, je pense qu'il faut poser un discernement. Qu'est-ce qui nous permet de grandir dans la relation? Toutes les relations sont là pour nous faire grandir. Qu'est-ce qui, au contraire, fait que c'est irréductible, on n'y arrive pas? Et là, j'en reviens un peu à notre ami, il faut quand même que j'en reparle, ça fait 20 minutes que j'en ai pas parlé, à notre ami Spinoza. Comment est-ce qu'il définit l'amour? C'est la meilleure définition de l'amour que je connaisse. Alors, ceux qui ont déjà assisté à ma conférence sur Spinoza s'en souviennent. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait d'études de philosophie, qui n'est pas philosophe, qui ne fait pas partie de Sèvres, qui saurait me dire la définition de l'amour de Spinoza dans la salle? C'est quoi? Oui, mais il y a 3 mots de plus. Bravo. Donc, l'amour, c'est la joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Exactement. La joie, l'amour, c'est la joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la joie, qu'on est dans l'amour, qu'on aime quelqu'un, il y a de la joie. Mais cette joie, on pense spontanément qu'elle est liée à la personne ou à la chose qui nous met en joie et qu'on aime. Donc, la cause extérieure. Or, Spinoza nous dit non, ce n'est pas la personne, prenons l'exemple d'une relation entre personnes, mais c'est valable pour tout. Ce n'est pas la personne qui me met dans la joie, c'est l'idée que j'en ai. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, avant de connaître quelqu'un, on a une idée de la personne, c'est-à-dire une représentation de la personne, une opinion sur la personne. On s'imagine qu'elle est comme ça. Et pensez à toutes vos rencontres. On commence par se projeter. C'est-à-dire qu'on commence par projeter sur la personne plein de choses qui sont liées à toute notre vie, à tout ce qu'on a vécu, à nos expériences antérieures, etc. Je dis souvent cette anecdote. C'est un ami psychiatre qui me dit quand 2 amoureux font l'amour pour la première fois, il y a 8 personnes dans le même lit. Non, c'est pas ce que vous croyez. C'est simplement l'imaginaire fait que on a dans notre tête, non seulement il y a la personne, mais il y a nos parents qui sont là. Et puis il y a nos anciens conjoints qui sont là. Et donc l'autre, soudain, il a une réaction, un mot, une odeur qui nous rappelle maman. Oh, quelle horreur! Il y a quelque chose qui est dit, qui est ressenti, qui me rappelle mon ancien conjoint. Quelle horreur! Et donc, il se passe plein de choses, en positif ou en négatif, liées à notre inconscient. Et là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. On commence par vivre dans l'inconscient avant de vivre dans la conscience. Et donc, tant qu'on est dans l'inconscient, toute relation amoureuse est conditionnée par notre inconscient. Et Spinoza nous dit, la plupart du temps, quand on tombe amoureux, on a une idée inadéquate de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne le connaît pas tel qu'il est. On le connaît tel qu'on voudrait qu'il soit, le prince charmant ou la princesse charmante, ou on projette sur lui un tas de choses qu'on a vécues avec nos parents, etc. Mais ça peut être très négatif. Ça peut être parce que mon père me maltraitait, je vais choisir un homme maltraitant, tout simplement. Bon, la plupart du temps, si on n'a pas été maltraité, c'est plutôt une idéalisation que l'autre entretient d'ailleurs, hein. Parce que c'est sûr que quand on fait une première rencontre et qu'on est attiré mutuellement, on va montrer le meilleur visage de soi. On va pas dire, tu sais, je suis un loser, vraiment, oh là là, j'arrive pas à finir les fins de mois, je suis à découvert tout le temps, et puis je ronfle la nuit. Enfin non,
On va dire, je suis un gagnant, j'ai une grosse voiture, j'ai un yacht, je fais du yoga et de la méditation. Enfin, peu importe, on va cibler selon la personne, ce qui l'intéressera le plus. Bah, vaut mieux pas dire à une personne écolo, j'ai un yacht, hein, non. Mais si une personne qui en a rien à foutre, qui est pas du tout écolo, qui est très matérialiste, dites-lui: «J'ai un yacht». Donc, vous voyez, on adapte le discours à la personne pour la séduire. Et puis, un jour, l'autre va découvrir que vous avez pas de yacht du tout, ou que vous êtes pas écolo du tout. Donc, peu importe, il va se passer la réalité, c'est-à-dire que vous allez voir l'autre tel qu'il est. Et là, patatras. Et on va dire qu'il y a eu erreur sur la marchandise. Eh bien, pas du tout. En fait, vous avez projeté sur l'autre, bon, il vous a un peu aidé, mais vous avez beaucoup projeté des attentes inconscientes. Et donc, l'amour demande du temps pour connaître vraiment l'autre. Et puis, il y a des gens, ils payent pas de mine et ils sont formidables. Puis, il y a des gens, ils sont super. La première fois, on est ébloui. Puis, plus on les connaît, on se dit: ouh là là, il n'y a rien derrière. Et donc, il faut du temps pour connaître les gens. Et l'amour véritable, et Spinoza nous dit, lorsque l'idée est adéquate, qu'on connaît vraiment l'autre, la joie à ce moment-là, elle est éternelle. C'est une joie très profonde. Et on aimera toujours l'autre. L'amour est éternel, la joie est éternelle. Même si on se sépare, je l'ai dit tout à l'heure, on peut se séparer pour des bonnes raisons, eh ben on continuera d'aimer l'autre. Et les gens qui se détestent après les divorces, c'est des gens qui ne se sont jamais vraiment aimés de manière adéquate. Il y a eu toujours de l'illusion et de la passion dans la relation qui font que lorsqu'ils vont découvrir l'autre, ils vont en vouloir à l'autre de s'être illusionné. Et ils vont régler des comptes pendant la vie entière. Et donc, lorsque les gens qui ont vécu ensemble se détestent, c'est qu'ils ne se sont jamais aimés de manière véritable, dans un amour adéquat, qui donne une joie éternelle. Alors que sinon, on est dans ce que Spinoza appelle une joie passive, c'est-à-dire qui est liée à l'inconscient, qui fait qu'on n'est pas conscient. Et cette joie passive, il nous dit que tôt ou tard, elle va se transformer en tristesse. Lorsque on va découvrir que l'autre n'est pas ce qu'on croyait qu'il était, on va être triste. C'est une fausse joie. Il y a beaucoup de fausses joies dans la vie. C'est pour ça que la joie en soi n'est pas une émotion à tous les coups positive. Comme toutes les émotions, elle peut avoir un côté positif, un côté négatif. Toutes les émotions sont ambivalentes. Il y a des peurs qui vous inhibent, il y a des peurs qui vous sauvent la vie. Il y a des colères nécessaires, il y a des colères inutiles. Et vous avez des fausses joies et des vraies joies. Et en fait, effectivement, il faut discerner quelle est l'idée qui accompagne l'émotion. Et Spinoza nous dit quelle est l'idée qui accompagne l'amour. Est-ce que c'est une idée adéquate ou inadéquate? Et si c'est une idée inadéquate, la joie va se transformer en tristesse. Et il va plus loin, il nous dit l'amour va se transformer dans son opposé, c'est-à-dire la haine. C'est pour ça qu'on voit des gens qui se sont aimés, qui se détestent. Et Spinoza définit la haine comme... Est-ce que quelqu'un connaît la définition de la haine de Spinoza? Peut-être monsieur. Allez-y. Et voilà. La haine, c'est une tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. C'est très simple, hein, Spinoza. Mais il faut se concentrer. Les phrases sont courtes, mais il y a beaucoup d'intelligence dans chaque phrase. Donc, il faut les lire attentivement. Et c'est tellement vrai. Et donc, on voit que l'amour, c'est quelque chose de pas simple. Et effectivement, on vit selon notre vie, selon les moments, etc., plus ou moins dans Agapé, dans Eros, dans Philia, dans l'illusion, dans la vérité, etc. Et du coup, on a des fausses joies, on a des vraies joies. Et donc, vous voyez que tout est connecté. Tout ce que je viens de vous dire sur la liberté, sur l'inconscience, est complètement connecté à tout ce que je viens de vous dire sur l'amour. Parce que plus on est libre, plus on aime. Moins on est libre, moins on aime. On aime dans l'inconscient, c'est-à-dire on aime avec des idées inadéquates. Et donc, c'est extraordinaire, puisque la vie, c'est cette connexion entre le cœur et l'intelligence. Et l'intelligence nous permet d'avoir des idées justes, et le cœur nous permet d'aimer, mais les deux ont besoin l'un de l'autre. Le cœur a besoin de l'intelligence, et l'intelligence a besoin du cœur. Et un être humain accompli, c'est un être humain qui a développé son intelligence et son cœur. Alors, son intelligence, pas forcément d'avoir fait un bac plus 12, hein. C'est juste se connaître, s'observer, connaître les autres, connaître la vie, connaître le monde, avoir cette intelligence pratique de l'observation qui permet de tirer les fruits de l'expérience. Et vous avez des gens qui ont un bac plus 12, même plus 40, et qui sont, mais dans la vie, complètement incapables de vivre. Parce qu'ils ont développé leur intelligence sans l'appliquer à la vie. Et j'ai des collègues philosophes, ça fait peine à voir. Parce qu'on se dit, ils ont une super intelligence conceptuelle, mais ils n'ont rien appliqué à la vie. Et ils sont très malheureux dans leur vie, ils sont mal dans leur corps, ils ont des émotions qui les débordent complètement. J'ai déjà vu des débats télévisés, on voit des philosophes péter les plombs complètement, ne s'écoutant absolument pas. On se dit, mais à quoi ça sert de faire de la philosophie si c'est pour en arriver là?
C'est la cour de récréation. Et encore, la cour de récréation, on n'a pas fait d'atelier philo. Et donc finalement, la philosophie doit nous aider à vivre. Et c'est la meilleure définition d'ailleurs que je connaisse de la philosophie, c'est celle de mon ami André Comte-Sponville, qui nous dit: philosopher, c'est apprendre à penser mieux pour vivre mieux. Et je trouve que c'est pour ça qu'il faut philosopher. C'est penser mieux pour vivre mieux, et j'ai envie de dire pour aimer mieux. Parce que plus on pense bien, plus on peut aimer mieux. C'est pas nécessaire. Enfin, c'est pas toujours corrélé. Il y a des gens qui pensent bien et qui n'ont pas envie d'aimer mieux. C'est autre chose. Mais disons que si on a envie d'aimer mieux, penser mieux nous aide beaucoup à aimer mieux. Et vice-versa. Et je pense que quand on est dans l'amour, on pense mieux aussi. Et je pense que tout fonctionne ensemble et qu'on a ces deux grandes dimensions de l'être humain, cette capacité d'aimer, cette capacité de comprendre, et que ce sont les deux grandes dimensions qui ont besoin de s'épanouir, de se réaliser. Et tout notre cœur appelle à aimer toujours plus, et toute notre intelligence appelle à connaître toujours plus, à comprendre toujours plus. C'est la puissance d'Homo sapiens. Il a ces deux dimensions qui le poussent sans arrêt à aller plus loin dans l'amour, plus loin dans la recherche de la vérité. Et donc, pour moi, réussir sa vie, c'est développer cette intelligence et développer son cœur. Et peu importe, j'ai envie de dire, les difficultés qu'on va rencontrer ou l'absence de difficultés. S'il y a des difficultés, elles sont là pour nous faire grandir encore plus. Elles sont là pour nous permettre d'aller plus loin. Elles sont là pour nous permettre de grandir en humanité. Alors, il y a un dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous. Il nous reste 5 minutes. C'est un tout petit point. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Donc, en 5 minutes, vous voyez qu'on va pouvoir aller à l'essentiel. Mais vous pourrez me poser des questions après, hein, je vous rassure. Parce que c'est quand même la deuxième grande question des enfants. Je vous rappelle les 3 questions. Pourquoi on existe sur Terre? Je réponds pour aimer et pour être libre. Deuxièmement, pourquoi on meurt si on vit? Je vais essayer de répondre en 15 secondes. Troisièmement, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Alors, je vais prendre la deuxième question. Pourquoi on meurt si on vit? C'est un atelier philo qu'on fait souvent avec les enfants. Mieux vaut-il être mortel ou immortel? Très bonne question philosophique. Eh bien, vous savez ce que vous répondent la plupart des enfants? Il vaut mieux être mortel. C'est pas ce qu'on a envie de répondre spontanément si on aime la vie. Et pourtant, les enfants sont très lucides, sont des petits philosophes, ils vont dire mieux vaut être mortel. Pourquoi? Eh bien, déjà, on serait beaucoup trop nombreux sur Terre. Argument démographique imparable. Mais c'est vrai, il suffit de dire ça, c'est fini. Si on était immortel, vous imaginez la planète. Déjà qu'à 7 ou 8 milliards, c'est presque invivable. Vous imaginez que tous les gens qui ont vécu avant sont encore là. Deuxième argument des enfants. Heureusement qu'on est mortel. Pourquoi? Parce que les méchants seraient encore là sur Terre. Napoléon fera encore des guerres en Europe et Hitler c'est toujours là. Heureusement qu'il n'y a plus Hitler et Napoléon. Et oui, mais c'est imparable. Imaginez les dictateurs immortels. Mais quelle horreur! Et donc, troisième argument, il vaut mieux être mortel. Pourquoi? Parce que si on était immortel, on n'aurait pas conscience de l'importance de faire les choses. On se dirait, je les ferai plus tard. Alors si on est immortel, on sait qu'il faut vivre intensément. On sait qu'il y a des choses urgentes à faire. On sait, alors moi je rajoute, on sait qu'il faut faire un travail sur soi. Sinon, on se dit, j'ai 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, l'éternité pour le faire. Je vais commencer par jouer aux cartes, voilà. Et donc, on n'aurait pas de sentiment de l'urgence de hiérarchiser ses priorités, hiérarchiser ses valeurs. Pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce que je fais de la philosophie, que j'ai fait de la thérapie et tout? Parce que je sais que j'ai peut-être qu'une vie. Sinon, j'aurais jamais fait tout ça. J'aurais dit, je le ferai plus tard. Il y a beaucoup plus agréable à faire dans l'immédiat. Donc, on passe de l'agréable à l'utile. Etc. Il y a au moins 10 arguments que les enfants m'ont sortis. Et là, moi, je suis sorti en disant, j'ai compris. Heureusement qu'on meurt. Parce que ce serait pas possible. Et donc, la mort est nécessaire. Pour plein de raisons. Mais alors, la question, d'accord, on comprend pourquoi on existe. C'est merveilleux, on va grandir en amour, en liberté, on va être des êtres humains accomplis, mais quel gâchis! C'est au moment où on est le plus accompli qu'on disparaît. Et puis les autres, ils ont tout le boulot à faire et tout est à recommencer. Mais oui, mais la vie, c'est une école. C'est une mauvaise nouvelle, ça, parce que si on n'aime pas l'école, et moi, j'aime pas l'école, j'ai pas aimé l'école, mais heureusement, il y a des écoles qui sont quand même meilleures. Il y a des écoles, Montessori et autres, où on peut faire des choses créatives, où on aime aller à l'école. Et donc, la vie, c'est une école, il faut apprendre à l'aimer. Mais la vie n'est pas aimable en soi. Elle est aimable parce qu'on veut l'aimer. On peut décider de trouver la vie aimable et à ce moment-là, on va voir tous les bons côtés de la vie et les mauvais côtés, on les verra comme des tremplins pour avancer. Mais si on ne veut pas voir que la vie est aimable, on ne la trouvera jamais aimable.
Et donc, c'est très important de comprendre ça. La vie n'est pas aimable en soi. Elle est aimable parce qu'on a envie qu'elle soit aimable. Et si on décide d'aimer la vie et de dire oui à la vie, alors comme Nietzsche, je crois qu'on peut être dans les plus grandes joies. Mais c'est une décision qu'on a à prendre. Et donc, à quoi ça sert de mourir s'il n'y a rien après, qu'on s'est accompli, etc. Et donc, c'est la grande question. Est-ce que des êtres qui ont fait tout ce travail extraordinaire de grandir en conscience, en liberté, en amour, bah, quel gâchis, tout s'arrête, alors qu'ils ont fait tout le boulot, et que des fois, ils en ont chié. Et donc là, se pose une vraie question, à quoi ça sert tout ça s'il n'y a plus rien après? Alors déjà, je vais vous répondre, même s'il n'y a plus rien après, je pense que c'est très utile quand même. Parce que moi, je vous l'ai dit, je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui que j'ai fait tout ce travail que je l'étais jeune adulte quand je n'avais pas fait ce boulot du tout. Et donc, je me dis, même s'il n'y a rien après la mort, j'aurais bien vécu. Et je suis prêt à revivre cette vie. Donc déjà, je pense que le fait d'essayer de vivre bien nous rend heureux. Essayer de donner, d'être généreux, de partager nous rend heureux. Essayer de se connaître et grandir en liberté nous rend heureux. Une des conditions fondamentales du bonheur, c'est l'amour et la liberté. C'est peut-être parmi les plus importantes avec la santé. Et donc, on ne perd pas son temps à orienter sa vie afin de grandir en humanité. On ne perd pas son temps. Mais maintenant, prenons quand même la question jusqu'au bout. C'est quand même dommage que ça s'arrête après. Alors évidemment, on a envie que ça continue, du moins si on aime la vie. Et à ce moment-là, c'est justement parce qu'on a envie que des gens comme Freud nous disent il y a forcément rien après la mort, puisque c'est juste un désir. On a tellement envie d'être immortel que du coup, c'est simplement la projection d'un désir et toutes les croyances de l'immortalité sont le fruit d'un désir et pas d'une réalité. C'est tout à fait audible. Et il faut l'entendre. Et puis, face à ça, qui est quand même une très grosse critique qui vient de la psychanalyse, qui me paraît très juste, face à ça, vous avez autre chose. Il faut comparer les choses. Et l'autre chose, ce sont, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre, puisque dans mon roman, mon héroïne a vécu ce que je vais vous décrire, c'est-à-dire une expérience de mort imminente. C'est quoi une expérience de mort imminente? Vous avez des gens qui témoignent qu'ils ont été entre la vie et la mort et qu'ils ont vécu quelque chose de très particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que ces témoignages, c'est pas un, c'est pas 10, c'est des millions de témoignages. Aujourd'hui, on a recensé dans beaucoup d'universités, dans des hôpitaux où il y a des services de réanimation, au total des millions de témoignages qui nous disent la même chose, à peu près. À savoir, lorsque ces personnes font cette expérience, ils sortent de leur corps et leur conscience voit ce qui se passe dans le bloc opératoire. Ils entendent les gestes les paroles du chirurgien, de l'infirmière. Ils peuvent aller dans la pièce d'à côté. Ils voient leurs proches qui sont en larmes, qui sont angoissés. Ils entendent les conversations. Et puis hop, ils sont aspirés dans un tunnel de lumière. Ils se sentent aimés de manière inconditionnelle. Ils revoient toute leur vie. Et au moment où ils sont le plus heureux, ils n'ont qu'une envie, c'est de continuer d'avancer. Foum, on les réanime et ils reviennent dans leur corps. Et là, patatrac, ils se retrouvent dans le corps de douleur dans lequel ils n'avaient pas du tout envie de revenir. Et ces gens-là, point commun, déterminant, n'ont plus peur du tout de la mort. Alors quand vous avez des millions de personnes qui ont vécu ça, ça mérite réflexion. Ça mérite réflexion. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Moi, j'ai des amis scientifiques qui me disent: oh là là, mais c'est forcément un phénomène physico-chimique, c'est parce qu'ils ont peur de la mort. Alors, du coup, le cerveau secrète une dose très très forte, j'ai oublié le nom, hein, c'est la DMT, enfin, j'ai oublié le nom, c'est la substance chimique des drogues hallucinogènes, qui fait qu'il y a une hallucination extraordinaire du cerveau, qui fait qu'on voit un tunnel de lumière, etc. Et tout. Alors, je réponds: vous avez peut-être raison. Il est tout à fait possible qu'au moment de la mort, il y ait une telle angoisse que le cerveau secrète de la même manière qu'il secrète de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine, qui nous aident à vivre. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une chimie hallucinogène du cerveau qui nous aide à mieux vivre la mort? Sauf qu'il y a quand même pas mal d'objections à ça. La première, c'est pourquoi ils vivraient tous le même schéma. Il devrait y avoir, on le voit, moi j'ai plein d'amis qui ont pris des substances hallucinogènes. Moi, j'en ai pas pris parce que j'ai la trouille, hein. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, du coup ça m'inquiète. Mais j'ai plein d'amis qui ont pris de l'ayahuasca, des trucs comme ça, et ils vous disent, mais on ne fait jamais le même voyage. C'est-à-dire chacun, selon son imagination, sa vie, va vivre des choses complètement différentes. Pourquoi est-ce que là, tout le monde a à peu près le même schéma? Le tunnel, revivre sa vie, etc. Ça, c'est quand même un problème. Deuxième objection, encore plus importante. Si c'était le cas, eh bien, en fait, il n'y aurait pas la conscience qui voit au-dessus tout ce qui se passe dans le bloc opératoire et qui ensuite est vérifiable.
Puisque si vous faites une hallucination, vous êtes dans l'imaginaire, vous n'êtes pas dans le réel. Et donc, si leur conscience est dans le réel et qu'ils voient vraiment les gens et qu'ils rapportent les discours qu'il y a eu entre l'infirmière, le médecin, qui ne pouvaient pas entendre parce qu'ils étaient dans le coma, et bien à ce moment-là, ou de la pièce à côté, ce qui est arrivé souvent, et bien à ce moment-là, vous êtes obligé de vous dire, on n'est pas devant un phénomène hallucinatoire. Et ça remet en question quelque chose de fondamental, qui est que la conscience peut se séparer du corps. Or, tout le dogme scientifique actuel consiste à dire, et tous les neuropsychologues en sont convaincus, les psychiatres, etc., au fond, la conscience, c'est le cerveau. Et si le cerveau n'existe plus, s'il est mort, à ce moment-là, ou s'il y a un arrêt cardiaque, etc., il ne peut pas y avoir une conscience qui quitte le corps et qui observe le corps. J'ai presque fini. Non, je suis sur un petit sujet. Et du coup, je termine ma phrase. Et du coup, effectivement, ce serait extraordinaire qu'on puisse prouver, par ces phénomènes répétitifs, qu'on puisse prouver que la conscience peut se séparer du corps. Et si la conscience peut se séparer du corps, et que, même si elle a un ancrage corporel dans le cerveau, mais si cet ancrage n'est pas indispensable à la survie de la conscience, ça veut dire que nous continuons de vivre après la mort. Notre conscience peut continuer dans un autre espace-temps et ça ouvre des questions philosophiques et spirituelles absolument passionnantes. Ce sera pour une prochaine fois. Et là, je vous remercie de votre attention. On va continuer avec le débat. Merci beaucoup.